Quelque part dans les steppes glacées de Mongolie, près du mont Burkhan Khaldun, un enfant vient au monde. Sa mère pousse un dernier cri. Les chamans se penchent sur le nouveau-né et reculent, stupéfaits. Dans son poing serré, l'enfant tient un caillot de sang. Dans la tradition mongole, ce signe ne trompe pas. Cet enfant est destiné à devenir un grand chef de guerre. Mais personne, à cet instant, ne peut imaginer l'ampleur du carnage qui suivra. On lui donne le nom de Temujin, qui signifie « forgeron » en mongol ancien. Son père, Yesugei, n'est qu'un petit chef de clan parmi tant d'autres dans cette Mongolie divisée et ensanglantée par des guerres tribales incessantes. À cette époque, les Mongols ne forment pas une nation. Ils sont fractionnés en plus de 40 tribus qui se déchirent pour un territoire, un cheval volé, une vieille vengeance familiale. Chaque jour apporte son lot de raids, de pillages, de meurtres. Yesugei fait partie du clan Borjigin. Il a capturé la mère de Temujin, Hoelun, à une tribu ennemie, les Merkites. C'était une pratique courante dans ces steppes où la survie dépendait de la force. Mais cette décision va sceller le destin de la famille. Les Merkites n'oublient jamais. À 9 ans, Temujin est fiancé à Beurte, la fille d'un chef de tribu voisine. C'est un mariage arrangé, politique, destiné à créer une alliance. Le jeune garçon doit aller vivre chez sa future belle-famille pour prouver sa valeur. Mais 4 ans plus tard, tout bascule. Yesugei est invité à un banquet par la tribu des Tatars. Il accepte, confiant. C'est une erreur fatale. Les Tatars n'ont pas oublié les conflits passés. Ils empoisonnent Yesugei. Quand la nouvelle parvient à la famille, il est trop tard. Le père de Temujin meurt dans d'atroces souffrances. Temujin a 13 ans, trop jeune pour diriger, trop faible pour imposer son autorité. Les membres du clan Borjigin se réunissent et prennent une décision brutale. Ils abandonnent Hoelun et ses enfants. Pas de pitié dans les steppes. Une famille sans chef mâle adulte n'a aucune valeur. Les voilà jetés dans la nature, condamnés à mourir de faim ou de froid. Mais Hoelun refuse de s'avouer vaincue. Cette femme possède une force de caractère extraordinaire. Elle enseigne à ses enfants à chasser, à pêcher, à survivre avec rien. Ils se réfugient dans les monts Kentai. Ils mangent des racines, des baies sauvages, attrapent des marmottes et des poissons dans les rivières gelées. L'hiver mongol est impitoyable. Les températures descendent à moins 40 degrés. Beaucoup périraient dans de telles conditions, pas eux. C'est durant cette période que Temujin développe son caractère d'acier. Chaque jour est un combat. Un jour, son demi-frère Bekter vole un poisson qu'il avait attrapé. Pour Temujin, c'est une trahison impardonnable. Avec son frère Kassar, il attend que Bekter soit seul sur une colline. Il le traque comme un animal. Puis Temujin bande son arc et tire. La flèche transperce Bekter qui s'effondre. Sa mère le gifle violemment quand elle l'apprend, mais le mal est fait. Temujin vient d'apprendre la première règle de la steppe, éliminer ceux qui te menacent. À 17 ans, une tribu rivale, craignant que ce jeune loup ne devienne trop dangereux, décide de le capturer. Ils lui passent un carcan de bois autour du cou, une cangue qui l'empêche de dormir, de se nourrir correctement. Il est exposé comme un esclave. Mais une nuit, lors d'une fête où ses geôliers boivent et festoient, Temujin frappe l'un d'eux avec sa cangue et s'enfuit. Il se cache dans un marais pendant 3 jours, la tête sous l'eau, respirant à travers des roseaux. Ses poursuivants passent à quelques mètres sans le voir. Cette évasion devient légendaire. Les jeunes guerriers mongols commencent à entendre parler de ce Temujin qui refuse de mourir. À 19 ans, il épouse finalement Beurte. Mais le bonheur est de courte durée. Les Merkites, qui n'ont jamais pardonné l'enlèvement de Hoelun par Yesugei, attaquent le campement. Ils kidnappent Beurte. C'est un affront qu'aucun homme mongol ne peut tolérer. Temujin n'a pas d'armée, mais il a de l'intelligence. Il se rend auprès de Togril, un puissant chef de la tribu des Kéréites, qui était ami avec son père. Il s'agenouille devant lui et demande son aide. Togril accepte. Temujin obtient également le soutien de Jamuka, son ami d'enfance avec qui il a échangé un serment de fraternité. Ensemble, ils rassemblent 2000 cavaliers et fondent sur les Merkites. Le raid est brutal. Les Merkites sont écrasés. Leurs campements sont mis à feu et à sang. Temujin récupère Beurte. Elle est enceinte. Il ne saura jamais avec certitude si l'enfant est de lui ou d'un Merkite. Mais il l'accepte comme son fils. Cette campagne victorieuse lui apporte quelque chose de plus précieux que la vengeance, une réputation. Les guerriers commencent à affluer vers lui. Les années suivantes voient Temujin jouer un jeu politique d'une rare sophistication. Il comprend que la force brute ne suffit pas. Il faut construire des alliances, récompenser la loyauté, punir la trahison de manière spectaculaire. Il offre du butin à ceux qui le rejoignent. Il promeut les hommes au mérite, pas selon leur naissance. Un simple berger peut devenir général s'il fait ses preuves.
Cette méritocratie révolutionne la société mongole traditionnellement figée. En 1187, l'inévitable se produit. Jamukha, son ami d'enfance, devient jaloux de la popularité croissante de Temujin. Les deux hommes s'affrontent. La bataille tourne mal pour Temujin qui est grièvement blessé. Son ami Jelm le sauve en suçant le sang de sa blessure toute la nuit pour éviter qu'il ne se vide. Temujin survit mais doit battre en retraite. C'est sa première grande défaite. Elle lui enseigne l'humilité et la patience. Pendant plusieurs années, il reste discret, reconstruisant ses forces. En 1196, il s'allie avec la dynastie Jin de Chine contre les Tatars. Cette fois, la vengeance contre les assassins de son père sera totale. Temujin ne se contente pas de vaincre les Tatars. Il ordonne que tous les hommes plus grands qu'une roue de chariot soient exécutés. Des milliers sont massacrés. Les femmes et les enfants sont intégrés de force dans les tribus mongoles. Les Tatars cessent d'exister en tant que peuple distinct. C'est l'ethnocide, pratiqué avec une efficacité glaçante. Cette victoire lui vaut d'être élu Khan par l'aristocratie mongole. Mais il n'est pas seul. Jamukha a lui aussi été élu Khan par d'autres tribus. Deux soleils ne peuvent briller dans le même ciel. La confrontation finale approche. En 1201, une coalition de tribus hostiles dirigée par Jamukha rassemble une armée considérable. Mais Temujin a appris de ses erreurs. Il ne se précipite pas. Il attend le bon moment. Quand la bataille éclate, ses cavaliers utilisent des tactiques nouvelles. Des fausses retraites pour disperser l'ennemi, des charges concentrées sur les points faibles. Durant le combat, un archer ennemi tire une flèche qui tue le cheval de Temujin et le blesse au cou. Le lendemain, cet archer nommé Jebe se présente au camp mongol. Il avoue être celui qui a blessé le Khan et demande à le servir. Temujin est impressionné par ce courage. Au lieu de l'exécuter, il en fait l'un de ses généraux. Jeb deviendra l'un des plus grands commandants de l'histoire mongole. Cette capacité à pardonner à ceux qui le servent loyalement devient l'une des forces de Temujin. Il ne juge pas les hommes sur leur passé, mais sur leur utilité future. En 1203, il affronte Togril, son ancien protecteur devenu rival. Puis Jamukha, son frère de sang. Les deux sont vaincus. Jamukha est capturé par ses propres hommes et livré à Temujin. Les traîtres qui ont livré Jamukha sont immédiatement exécutés. Temujin respecte la loyauté, même chez ses ennemis. Puis il demande à Jamukha « Redeviens mon frère », mais Jamukha refuse. Il sait qu'il ne peut y avoir qu'un seul chef. Il demande une mort honorable, sans effusion de sang. Temujin accepte. Jamukha est exécuté en brisant sa colonne vertébrale, une mort réservée aux nobles mongols. En 1206, sur les rives de la rivière au nom, se tient un Kuriltai, une assemblée de tous les chefs mongols. Pour la première fois dans l'histoire, toutes les tribus sont unies sous un seul commandement. Temujin est proclamé Gengis Khan, souverain universel. Il a 44 ans. 3 millions de Mongols nomades sont désormais sous ses ordres. Mais ce n'est que le début. Gengis Khan n'est pas un barbare ignare, comme le décriront plus tard les chroniqueurs européens. C'est un organisateur de génie. Il commence par transformer complètement la structure tribale mongole. Fini les clans basés sur les liens du sang. Il divise l'armée en unités décimales. 10 hommes forment une escouade. 10 escouades forment un régiment de 100 hommes. 10 régiments forment un millier. 10 milliers forment un tumen de 10 000 cavaliers. Chaque homme sait exactement à qui il obéit. Pas de confusion, pas d'hésitation. Chaque guerrier doit posséder 4 chevaux. Ces petits chevaux mongols, rustiques et endurants, peuvent parcourir 150 km par jour. Ils mangent peu, résistent au froid extrême, cicatrisent vite. Quand un cavalier est assoiffé et qu'il n'y a pas d'eau, il pratique une petite incision sur le cou de son cheval et boit son sang sans l'affaiblir. Une armée mongole peut ainsi se déplacer pendant des semaines sans ralentir. Les archers mongols apprennent à tirer dès l'âge de 3 ans. À 10 ans, un enfant mongol peut toucher une cible en mouvement à 60 mètres. Leurs arcs composites, faits de bois, de cornes et de tendons, peuvent percer une armure à 200 mètres. Chaque cavalier porte 2 arcs et 60 flèches. Ils tirent en galopant, se retournant sur leurs selles pour décocher des flèches vers l'arrière. Cette technique, appelée le tir-part, est dévastatrice. Gengis instaure un code de loi, le yassa, d'une sévérité absolue. Le vol est puni de mort. Le mensonge est puni de mort. La lâcheté au combat est punie de mort. Mais en contrepartie, le butin est partagé équitablement. Un simple soldat reçoit sa part comme les généraux. La loyauté est récompensée par des promotions rapides. Un berger peut commander 10 000 hommes s'il prouve sa valeur. Gengis Khan crée également un réseau de renseignements sans précédent. Avant chaque campagne, des espions sont envoyés pendant des mois pour cartographier le terrain, identifier les forteresses, étudier les faiblesses de l'ennemi. Des marchands mongols parcourent les routes commerciales
écoute les rumeurs, repère les divisions politiques. Quand l'armée mongole frappe, elle sait exactement où frapper. La terreur devient une arme stratégique. Gengis découvre qu'il est plus efficace de massacrer une ville qui résiste pour que les 10 suivantes se rendent sans combattre. Il applique cette logique avec une froideur mathématique. Quand une ville refuse de se soumettre, la punition est totale. Chaque habitant est exécuté. Les corps sont empilés en pyramide devant les portes pour que les autres villes voient ce qui les attend. Les survivants sont parfois envoyés en éclaireur vers la prochaine cité, porteurs du message « Rendez-vous ou subissez le même sort ». Cette stratégie fonctionne. Des villes entières ouvrent leurs portes dès qu'elles aperçoivent les bannières mongoles. Mais ceux qui choisissent de combattre découvrent que les Mongols ne font jamais de prisonniers de guerre inutiles. Les artisans sont épargnés et envoyés en Mongolie. Les jeunes femmes et enfants deviennent des esclaves. Le reste est éliminé méthodiquement. En 1209, Gengis Khan tourne son regard vers le sud. La Chine est divisée entre plusieurs royaumes. Les Xia occidentaux contrôlent le nord-ouest. La dynastie Jin règne sur le nord. La dynastie Song domine le sud. Gengis commence par les Xia. Son armée traverse le désert de Gobi, apparaissant là où personne ne l'attend. Les Xia, surpris, sont écrasés. Leur royaume devient un vassal mongol. Puis vient le tour de la dynastie Jin. En 1211, Gengis franchit la Grande Muraille. Les Chinois ont 400 000 soldats. Les Mongols n'en ont que 90 000. Mais les nombres ne veulent rien dire face à la mobilité et la tactique. À la bataille de Yehuling, les généraux Jin commettent l'erreur de disperser leurs forces dans les montagnes. Les Mongols concentrent leurs attaques sur des points précis, anéantissant les unités chinoises une par une. En un seul jour, 300 000 soldats Jin sont massacrés. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire médiévale. Mais les Mongols rencontrent un problème qu'ils n'ont jamais affronté, les villes fortifiées. Les Chinois se barricadent derrière d'épaisses murailles. Les cavaliers mongols tournent en rond devant ces obstacles. Gengis refuse d'abandonner. Il fait capturer des ingénieurs chinois et leur ordonne de construire des machines de siège. Des catapultes géantes sont assemblées. Des béliers sont fabriqués. Les Mongols apprennent à utiliser la poudre à canon pour créer des brèches dans les murs. En 1215, Pékin tombe. La capitale de la dynastie Jin est mise à sac. Le massacre dure des jours. Les flammes consument les palais impériaux. Des montagnes de cadavres s'accumulent dans les rues. Les historiens chinois estiment que plus d'1 million de personnes périssent durant cette campagne. La population du nord de la Chine chute de 50 millions à 8 millions en quelques décennies. Beaucoup meurent de faim, de peste, dans le chaos qui suit les invasions. Mais les Mongols emportent la responsabilité directe. Gengis laisse son général Mukhali poursuivre la conquête de la Chine. Lui-même se tourne vers l'ouest. Il vient d'apprendre qu'un immense empire musulman, le Khwarezm, s'étend de la mer Caspienne au golfe Persique. Et cet empire vient de commettre une erreur fatale. En 1218, Gengis Khan envoie une caravane de 500 marchands musulmans vers l'empire du Khwarezm. C'est un geste de paix. Il veut établir des routes commerciales, pas faire la guerre. Mais Inalchuk, le gouverneur de la ville frontalière d'Otrar, accuse ces marchands d'être des espions. Il les fait tous massacrer et s'empare de leurs marchandises. Gengis Khan est furieux, mais il garde son calme. Il envoie 3 ambassadeurs pour demander réparation. Le Shah Mohammad II, souverain du Khwarezm, reçoit ses ambassadeurs. Au lieu de punir son gouverneur, il fait exécuter l'un des ambassadeurs mongols. Les 2 autres sont renvoyés avec le crâne rasé, une humiliation suprême dans la culture mongole. C'est la déclaration de guerre. Mais ce ne sera pas une guerre ordinaire. Ce sera une campagne d'extermination. Gengis convoque un Kuriltai et déclare « Le Shah a versé le sang de mes marchands et de mes messagers. Cette offense sera lavée dans le sang de son peuple. » En 1219, une armée mongole de 150 000 hommes franchit les montagnes et envahit le Khwarezm. Les espions mongols ont fait leur travail. Ils savent que l'empire est divisé, que le Shah est en conflit avec sa propre mère qui contrôle une partie de l'armée, que les garnisons sont dispersées. Gengis divise ses forces en plusieurs colonnes pour frapper simultanément. Otrar est la première cible. La ville est assiégée durant 5 mois. Quand elle tombe en février 1220, Inalchuk est capturé vivant. Gengis ordonne qu'on lui verse de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. C'est une exécution atroce mais calculée. Le message est clair. Ceux qui touchent aux Mongols mourront dans d'atroces souffrances. Ensuite, les Mongols fondent sur Bukhara, l'une des villes les plus prestigieuses du monde islamique. La garnison tente une sortie. 20 000 soldats chargent les lignes mongoles. Ils sont anéantis. La ville se rend. Gengis Khan entre dans la grande mosquée.
Il monte sur la chaire et déclare « Je suis le fléau de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu n'aurait pas envoyé un châtiment comme moi. » Puis il ordonne à ses hommes de piller la ville. Les bibliothèques sont brûlées. Les mosquées sont transformées en écuries. Les femmes sont violées. Bukhara brûle pendant 3 jours. Samarcande de suite. Cette ville de 500 000 habitants est défendue par une garnison de 110 000 hommes. Les Mongols n'ont que 100 000 cavaliers. Mais ils utilisent un stratagème. Ils habillent des prisonniers de guerre en soldats mongols pour donner l'impression d'une armée massive. La garnison terrifiée tente une sortie. C'est exactement ce que Gengis espérait. La cavalerie mongole les massacre en rase campagne. La ville tombe en 5 jours. 30 000 artisans sont envoyés en Mongolie. Les jeunes filles sont distribuées aux soldats. Le reste de la population, 270 000 personnes, est méthodiquement exécutée. Il faut plusieurs jours pour tuer tout ce monde. Les soldats mongols reçoivent l'ordre d'exécuter 24 personnes chacun. Le Shah Muhammad fuit devant l'avancée mongole. Gengis envoie ses 2 meilleurs généraux, Jebe et Subutai, le traquer avec 20 000 cavaliers. Ces 2 hommes vont poursuivre le Shah à travers toute la Perse, franchissant des milliers de kilomètres. Le Shah se réfugie sur une île de la mer Caspienne. Il y meurt quelques mois plus tard, épuisé, malade, brisé psychologiquement. Son empire s'effondre en moins d'1 an. Mais Gengis Khan n'en a pas terminé. Son fils Tolui reçoit l'ordre de nettoyer la province du Khorasan. C'est un euphémisme pour un génocide. Tolui prend la ville de Merv, l'une des plus grandes métropoles du monde islamique. Les habitants se rendent en échange de la promesse d'avoir la vie sauve. C'est un mensonge. Une fois les portes ouvertes, le massacre commence. Pendant 4 jours, les Mongols tuent systématiquement chaque habitant. Les historiens persans de l'époque estiment qu'1 300 000 personnes périssent à Merv, puis vient Nishapur. Durant le siège, Tokushar, le gendre de Gengis Khan, est tué par un archer perché sur les remparts. La ville tombe après 3 jours. La veuve de Tokushar demande à diriger personnellement la vengeance. Elle ordonne que chaque être vivant dans la ville soit tué, hommes, femmes, enfants, chiens, chats. Puis, elle fait décapiter tous les cadavres pour s'assurer qu'aucun blessé ne survive en se cachant parmi les morts. Les têtes sont empilées en 3 pyramides distinctes, une pour les hommes, une pour les femmes, une pour les enfants. Certaines estimations parlent de 1 700 000 morts, mais les historiens modernes pensent que c'est exagéré. Le chiffre réel serait plutôt entre 200 000 et 300 000, comme si cela changeait quelque chose à l'horreur. Hérat se rend sans combattre et est épargné. Mais après le départ des Mongols, la ville se rebelle. Gengis envoie une 2e armée. Cette fois, aucune pitié. Chaque habitant est exécuté. La ville est rasée jusqu'aux fondations. Pendant des siècles, Hérat restera un champ de ruines. Jalal ad-Din, le fils du Shah Muhammad, tente de résister. Il rassemble les dernières forces du Khwarezm et affronte Gengis Khan à la bataille de l'Indus en novembre 1221. Les Mongols sont supérieurs en nombre et en tactique. L'armée de Jalal ad-Din est écrasée. Lui-même saute dans l'Indus avec son cheval et parvient à traverser le fleuve à la nage sous une pluie de flèches. Gengis, impressionné par ce courage, déclare « Voilà un fils que tout père devrait avoir », mais il ordonne quand même à ses généraux de le traquer. Jalal ad-Din passera le reste de sa vie en fuite avant d'être assassiné en 1231. Les historiens persans contemporains estiment que 5 700 000 personnes sont mortes durant la campagne du Khwarezm. Les historiens modernes, plus prudents, parlent d'1 250 000 morts. Mais même ce chiffre révisé représente une catastrophe démographique. Des villes entières ont disparu. Des systèmes d'irrigation qui existaient depuis 1000 ans sont détruits. Des régions entières retournent au désert. L'Asie centrale ne se relèvera jamais complètement de ce cataclysme. Pendant que Gengis ravage la Perse, Jebe et Subutai poursuivent leur chevauchée. Après la mort du Shah, ils ne rentrent pas en Mongolie. Ils continuent vers l'ouest. 20 000 cavaliers mongols pénètrent en Géorgie, écrasent les armées chrétiennes, puis remontent vers le nord. En 1223, ils atteignent la Russie. Les princes russes rassemblent une armée de 80 000 hommes. Ils sont confiants. Comment ces barbares venus de nulle part pourraient-ils vaincre les chevaliers russes? À la bataille de la rivière Kalka, ils découvrent leur erreur. Les Mongols utilisent leur tactique favorite, la fausse retraite. Pendant 3 jours, ils reculent devant les Russes qui les poursuivent. Puis, quand les Russes sont épuisés et dispersés, les Mongols se retournent. C'est un massacre. 40 000 Russes périssent. 6 princes russes, dont Mstislav III de Kiev, sont capturés. Les Mongols construisent une grande plateforme en bois. Ils placent les princes sous cette plateforme, puis les généraux mongols s'installent dessus pour célébrer leur victoire avec un festin.
Les princes sont lentement écrasés à mort sous le poids. C'est une mort honorable, selon les standards mongols, sans effusion de sang. Mais pour les Russes, c'est une humiliation abominable. Puis les Mongols disparaissent. Ils rentrent en Mongolie. L'Europe respire. Mais ce n'est qu'un sursis. En 1226, Gengis Khan a 64 ans. Il est vieux selon les standards de l'époque. Son corps porte les cicatrices de dizaines de batailles. Mais il refuse de se reposer. Les Xia occidentaux, qui s'étaient soumis 20 ans plus tôt, se sont rebellés. Pour Gengis, c'est une trahison impardonnable. Il lance une dernière campagne, mais son corps le trahit. Durant une chasse, il tombe de son cheval. La blessure s'infecte. Il développe une forte fièvre. Ses généraux le supplient d'arrêter la campagne. Il refuse. Il ordonne que sa maladie soit tenue secrète pour ne pas affaiblir le moral des troupes. En août 1227, Gengis Khan meurt. Les circonstances exactes restent mystérieuses. Certaines sources parlent de complications de sa chute. D'autres évoquent une maladie, peut-être la peste. Une légende raconte qu'une concubine des Xia l'aurait castré avec un couteau caché dans son vagin et qu'il serait mort de l'hémorragie. Mais c'est probablement une invention. Avant de mourir, il convoque ses fils et leur donne ses dernières instructions. Il leur montre une flèche unique et la brise facilement. Puis il prend 5 flèches ensemble et essaie de les briser. Impossible. Tant que vous resterez unis, personne ne pourra vous vaincre. Il désigne Ögedei, son 3e fils, comme successeur. Puis il ordonne que sa mort reste secrète jusqu'à ce que la capitale des Xia soit prise. Quelques semaines plus tard, la ville tombe. Gengis avait ordonné que les Xia soient exterminés. Ses généraux obéissent. La population entière est massacrée. Les Xia cessent d'exister en tant que peuple. C'est un ethnocide complet, une tentative délibérée d'effacer une culture de la surface de la terre. Le corps de Gengis Khan est ramené en Mongolie. Le cortège funéraire tue toute personne qu'il croise en route pour que l'emplacement de la tombe reste secret. 40 esclaves et 40 chevaux sont sacrifiés pour accompagner le Khan dans l'au-delà. Puis la tombe est scellée quelque part près du mont Burkhan Khaldun, là où il était né. À ce jour, elle n'a jamais été retrouvée. Quand Gengis Khan meurt, son empire s'étend sur 12 millions de kilomètres carrés. Mais ses descendants vont le porter à 23 millions, le plus vaste empire terrestre de l'histoire. Son petit-fils Kubilai Khan achèvera la conquête de la Chine et fondera la dynastie Yuan. Un autre petit-fils, Hulagu, prendra Bagdad en 1258 et massacrera 1 million de personnes. La Horde d'Or dominera la Russie pendant 2 siècles. Les chiffres sont vertigineux. Entre 1206 et 1227, les conquêtes de Gengis Khan causent directement ou indirectement la mort de 40 millions de personnes. À l'époque, la population mondiale est estimée à environ 360 millions. Cela signifie que 11% de l'humanité périt durant son règne. C'est proportionnellement plus que les 2 guerres mondiales combinées. En Chine du Nord, la population chute de 50 millions à 8 millions. En Perse et en Asie centrale, des villes millénaires sont rayées de la carte. Des systèmes d'irrigation sophistiqués, construits sur des siècles, sont détruits. Des millions d'hectares de terres cultivées retournent à l'état sauvage. Les forêts repoussent sur les champs abandonnés. Des scientifiques modernes ont calculé que cette déforestation inversée a absorbé 700 millions de tonnes de carbone de l'atmosphère, refroidissant légèrement le climat global. Gengis Khan a involontairement lutté contre le réchauffement climatique en tuant 1/10 de l'humanité. Mais réduire Gengis Khan à un simple boucher serait inexact. C'était aussi un administrateur brillant. Il crée le premier système postal international de l'histoire, le YAM, avec des relais tous les 40 km permettant de transmettre des messages à travers l'Asie en quelques semaines. Il impose la tolérance religieuse. Bouddhistes, musulmans, chrétiens, nestoriens, taoïstes, tous peuvent pratiquer librement dans l'empire mongol. Il protège les marchands et sécurise la route de la soie. Pour la première fois depuis des siècles, on peut voyager de la Méditerranée à la Chine en sécurité. Il introduit l'écriture chez les Mongols en adoptant l'alphabet ouïghour. Il établit un code de loi unifié. Il promeut au mérite, pas selon la naissance. Des bergers deviennent généraux, des esclaves deviennent conseillers. Dans une époque où le rang social est figé partout ailleurs, l'empire mongol est étonnamment méritocratique. Les femmes mongoles possèdent des droits que leurs contemporaines européennes ou arabes n'ont pas. Elles peuvent divorcer, hériter, diriger des affaires. Burt, la femme de Gengis, participe aux décisions politiques. Sa voix compte dans les Kuriltai. Quand Gengis est absent, c'est elle qui gère l'administration. Mais tout cela ne peut effacer les millions de morts. Les chroniqueurs musulmans le surnomment le fléau de Dieu. Les Russes le voient comme l'incarnation du diable.
Les Chinois qui ont survécu le haïssent pour avoir détruit leur civilisation millénaire. Pour des générations, le mot mongol sera synonyme de barbarie, de destruction, de mort. Pourtant, en Mongolie, Gengis Khan est vénéré comme le père de la nation. Son visage orne les billets de banque. Sa statue géante domine la capitale Oulan-Bator. Les Mongols le voient comme celui qui a unifié leur peuple et créé le plus grand empire du monde. Ils minimisent ou ignorent les massacres. Pour eux, c'était la guerre. Les ennemis qui résistaient étaient punis. Ceux qui se rendaient étaient épargnés. C'était la logique de l'époque. Et puis, il y a l'héritage génétique. En 2003, des généticiens découvrent qu'un chromosome Y particulier est présent chez 16 millions d'hommes en Asie, soit un homme sur 200. Ce chromosome remonte à un ancêtre commun ayant vécu vers 1200 en Mongolie. La conclusion est évidente. Gengis Khan et ses fils ont eu tellement de femmes, tellement d'enfants, que leur ADN s'est répandu sur un sixième de l'humanité. C'est le succès reproductif le plus spectaculaire de l'histoire humaine. Ironiquement, l'homme qui a tué 11% de l'humanité est aussi l'ancêtre de centaines de millions de personnes vivantes aujourd'hui. Alors, comment juger Gengis Khan? C'était un génie militaire, aucun doute. Ses stratégies sont encore étudiées dans les académies militaires modernes. Son système d'organisation, sa logistique, son usage du renseignement, sa mobilité tactique, tout cela était révolutionnaire. C'était aussi un visionnaire politique. Il a unifié des tribus qui se massacraient depuis des siècles. Il a créé un empire multiethnique où un Persan pouvait devenir gouverneur, où un Chinois pouvait conseiller le Khan. Il a protégé la liberté religieuse à une époque où l'intolérance était la norme. Mais c'était également un meurtrier de masse. Les pyramides de crâne devant Nishapur, les villes brûlées, les populations exterminées, la terreur systématique. Il a délibérément utilisé le massacre comme arme politique. Il a ordonné des génocides. Il a détruit des civilisations entières. Peut-on séparer l'homme de son époque? Au XIIIe siècle, la guerre était brutale partout. Les croisés massacraient les musulmans à Jérusalem. Les Chinois pratiquèrent la terreur contre les rebelles. Les Européens se massacraient mutuellement. Gengis Khan était-il pire ou simplement plus efficace? La vérité, c'est que Gengis Khan était un produit de son temps et de son milieu. Né dans la violence des steppes, il a appris que seul les forts survivent. Trahi dès l'enfance, il a compris que la loyauté doit être imposée par la peur. Vaincu dans sa jeunesse, il a découvert l'importance de la stratégie et de la patience. Mais il a aussi poussé la logique de la violence à un niveau jamais vu. D'autres conquérants massacraient une ville. Lui en massacrait 10. D'autres tuaient les soldats ennemis. Lui exterminait des peuples entiers. D'autres utilisaient la terreur. Lui en a fait une science. Ce qui rend Gengis Khan unique, c'est l'échelle. Attila, Alexandre, César, Napoléon, tous ont causé d'immenses souffrances. Mais aucun n'a tué 11% de l'humanité. Aucun n'a laissé derrière lui un tel océan de sang. Pourtant, paradoxalement, l'empire qu'il a créé a aussi permis des échanges sans précédent entre l'Orient et l'Occident. Marco Polo a pu voyager en Chine grâce à la Pax Mongolica. Les technologies chinoises comme la poudre à canon, l'imprimerie, la boussole sont arrivées en Europe via l'empire mongol. Les idées sont circulées, les cultures se sont mélangées. C'est cette contradiction qui définit Gengis Khan, destructeur et bâtisseur, barbare et organisateur, massacreur et unificateur. Il a tué 40 millions de personnes pour créer un empire qui a transformé le monde. Il a noyé l'Asie dans le sang pour ouvrir les routes du commerce et de la connaissance. Dans la steppe mongole, le vent continue de souffler comme il le faisait il y a 800 ans. Les yourtes des nomades se dressent toujours sur ces vastes plaines. Et quelque part, sous une montagne dont le nom a été oublié, repose le corps de Temujin, l'enfant qui tenait un caillot de sang dans son poing. L'homme qui est devenu Gengis Khan, le souverain universel, le fléau de Dieu, l'homme qui a tué 11% de l'humanité. Son empire a disparu. Ses conquêtes ont été effacées par le temps, mais son héritage demeure, dans l'ADN de millions de personnes, dans les traumatismes collectifs des peuples qu'il a soumis, dans l'admiration de ceux qui le voient comme un héros, dans l'horreur de ceux qui n'ont jamais oublié les massacres. Gengis Khan nous pose une question inconfortable. Jusqu'où peut aller un homme dans sa quête de pouvoir? Combien de vies une ambition peut-elle coûter? Et à quel prix la grandeur historique? 8 siècles plus tard, nous n'avons toujours pas de réponse. Mais les 40 millions de morts de Gengis Khan nous rappellent que la grandeur et l'horreur ne sont jamais très éloignées. Qu'un homme peut changer le cours de l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Et que parfois, les deux sont impossibles à séparer. Le nom de Gengis Khan résonnera éternellement. Certains le prononceront avec respect, d'autres avec horreur. Mais personne ne l'oubliera.
parce que rares sont les hommes qui ont marqué l'humanité d'une empreinte aussi profonde, aussi sanglante, aussi indélébile.